Un millionnaire a trouvé une petite fille évanouie avec un gros ventre. Ce qu'il lui a fait était incroyable. La pluie frappait le pare-brise. Tandis que Richard Callahan agrippait le volant, la mâchoire serrée de frustration. La nuit avait été longue, encore une réunion d'affaires fastidieuses remplie de paroles vides de sens et de sourires forcés. Il était fatigué, épuisé et impatient de se retirer dans la solitude de son vaste manoir où le silence était sa seule compagnie. Alors que son Aston Martin noir glissait sur la route déserte, les phares traversant l'épais rideau de pluie, quelque chose s'est précipité dans sa périphérie. Une forme sombre, petite et frêle, gisait immobile sur le trottoir juste devant. Son pouce est accéléré, qu'est-ce que c'est? Il freina brusquement, les pneus crissant contre le trottoir mouillé tandis que la voiture s'arrêtait brusquement, à quelques mètres seulement de la silhouette. Le cœur battant, il ouvrit la porte et sortit. La pluie froide le trempait instantanément. Gisait par terre une enfant, une fillette de 10 ans à peine, recroquevillée sur le trottoir comme une poupée brisée. Ses vêtements étaient trempés, son visage pâle et fantomatique et ses bras maigres tremblaient violemment. Mais c'était son estomac qui lui faisait couper le souffle. Il était distendu, enflé d'une manière qui ne semblait pas naturelle pour une fille de son âge. Richard hésita, instant, lui criant de s'éloigner. Ce n'était pas un homme qui s'immisçait dans les affaires des autres. Il avait passé des années à construire des murs autour de lui pour s'assurer que rien ni personne ne puisse les franchir. Mais quelque chose chez cette fille, sa fragilité, l'immobilité contre nature de sa petite silhouette, envoyait un rare pincement dans sa poitrine. Il s'agenouilla à côté d'elle, tendant la main avec des doigts hésitants. Froid, glacé, et, dit-il en secouant doucement son épaule. Aucune réponse, il déglutit en regardant autour de lui. La rue était déserte, personne ne venait à son secours. Sa poigne s'est resserrée sur son bras. « Enfant, tu m'entends » Un léger mouvement. Ses lèvres tremblaient violemment, à peine entr'ouvertes alors d'une voix si faible qu'elle se perdait presque sous la pluie. Elle murmura « Aide-moi » Richard se figea. Pour la première fois depuis des années, quelque chose qui ressemblait à de la panique le saisit. Il avait déjà entendu ces mots, un souvenir profondément enfoui, enfermé. Mais ce n'était pas le moment des fantômes. Il a agi de manière impulsive, prenant la jeune fille dans ses bras. Il fut surpris de constater à quel point elle était en apesanteur, comme si elle n'était rien d'autre que la peau et les os, enveloppés dans un tissu trempé. Sa tête était bercée contre sa poitrine, sa respiration irrégulière et superficielle. « Reste éveillé, gamin » marmonna-t-il en se dirigeant vers sa voiture. « N'ose pas mourir sur moi. » Les yeux de la jeune fille papillonnèrent, luttant pour rester ouverts. Elle le regarda. Son regard, vitreux et flou. Ses lèvres s'entr'ouvrirent une fois de plus, formant un unique appel fragile, avant que son corps ne s'affaisse dans ses bras. « Sauve-moi » L'estomac de Richard se serra tandis qu'il ouvrait la portière de la voiture et la plaçait avec précaution sur le siège passager. Alors qu'il se dirigeait à toute vitesse vers l'hôpital, la pluie martelant le pare-brise, une pensée troublante lui rongeait l'esprit. Pour la première fois depuis longtemps, il avait peur. L'odeur de la fosse septique remplissait l'air alors que Richard arpentait le couloir de l'hôpital, ses coûteuses chaussures en cuir claquant contre les carreaux polis. Son costume était encore mouillé par la pluie. Mais il le remarqua à peine. Son esprit était ailleurs, sur la petite fille frêle allongée inconsciente aux urgences. Il n'était pas sûr de pourquoi il l'avait amenée ici. Ce n'était pas son problème. Il n'avait jamais été du genre à s'impliquer dans les affaires des étrangers, encore moins des enfants. Mais le souvenir de son murmure qui m'avait sauvé restait dans son esprit comme un écho dont il ne pouvait se débarrasser. Une porte s'ouvrit en grinçant. Monsieur Callahan, un médecin d'âge moyen en blouse blanche, s'est approché. Son expression, illisible, « Êtes-vous son tuteur » Richard hésita. « Non » a-t-il admis. « Je l'ai trouvée inconsciente dans la rue. » Le médecin l'a étudiée un moment puis a hoché la tête. « Elle est stable maintenant, mais elle était gravement déshydratée et mal nourrie. Au début, nous craignons qu'elle ne soit enceinte, étant donné le gonflement de son abdomen. Mais après avoir effectué des tests, nous avons déterminé que cela était dû au cachis-aurore, une maladie causée par une carence extrême en protéines. » Richard fronça les sourcils. « Tu dis qu'elle est affamée. » L'expression du docteur s'assombrit. « Oui, et depuis longtemps, son corps détruit ses muscles pour survivre. Le gonflement de son estomac est le résultat d'une rétention d'eau due à un dysfonctionnement hépatique. Elle vit dans une grave négligence. » Un étrange poids lourd s'installa dans la poitrine de Richard. « Personne n'est venu la chercher » a-t-il demandé. Le docteur secoua la tête. « Pas de pièce d'identité, pas de contact d'urgence, rien. Nous avons alerté les services sociaux. Mais dans des cas comme celui-ci, il soupirait qu'elle pourrait être une autre enfant perdue dans le système.
Richard jeta un coup d'œil vers la pièce où gisait la jeune fille, un autre enfant perdu. Il savait ce que cela signifiait, des foyers d'accueil, des refuges de groupe, davantage de souffrance. Il avait vu suffisamment de reportages pour savoir comment fonctionnaient ces lieux. Mais pourquoi s'en souciait-il? Il n'était pas responsable d'elle. Il avait fait sa part, n'est-ce pas? Puis-je la voir? Demanda-t-il avant de pouvoir s'arrêter. Le docteur hocha la tête. Elle vient de se réveiller, mais elle a peur. Peut-être qu'un visage familier pourrait aider. Richard n'était pas sûr d'être considéré comme un visage familier, mais il suivit quand même le médecin jusqu'à la porte. À l'intérieur, la jeune fille était assise sur le lit d'hôpital, serrant ses genoux contre sa poitrine, ses yeux écarquillés et fatigués parcourant la pièce comme si elle cherchait une évasion. Au moment où elle l'a vue, son corps s'est tendu. « Toi » murmura-t-elle. Sa voix, rare. Richard fit un pas en avant. « Ouais, c'est moi », elle tressaillit légèrement, se repliant sur elle-même. « Je t'ai amené ici. » Continua-t-il en gardant un ton mesuré et contrôlé. « Tu étais en mauvais état », les doigts de la jeune fille se crispèrent autour de la fine couverture de l'hôpital. Elle baissa les yeux, refusant de croiser son regard. « Tu es en sécurité maintenant », ajouta Richard, même s'il n'était pas entièrement sûr si c'était vrai. Elle n'a pas répondu. Richard expira, passant une main dans ses cheveux humides. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Il devrait partir, laisser les professionnels s'en occuper. Mais au lieu de cela, il se retrouva affalé sur la chaise à côté de son lit. « Tu as un nom ?» a-t-il demandé. La jeune fille hésita avant de secouer la tête. « Tu n'en as pas ou tu ne veux pas me le dire ?» Ses lèvres se pincèrent en une fine ligne. Richard soupira. « Écoute, gamin, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je ne suis pas là pour te faire du mal. » Le médecin a dit, « Vous n'avez pas mangé depuis longtemps. As-tu quelqu'un, une famille ?» Elle est restée silencieuse. Sa patience, quelque chose dont il manquait habituellement, était déjà à bout. « Très bien, » marmonna-t-il en se levant. « Oubliez ça, ce ne sont pas mes affaires. » Quoi qu'il en soit, il se tourna vers la porte, mais avant qu'il ait pu faire un pas, une petite voix l'arrêta. « Émilie, Richard fit une pause et regarda par-dessus son épaule. La fille déglutit difficilement. « Je m'appelle Émilie. » Pour des raisons qu'il ne pouvait pas expliquer, Richard sentit un petit sentiment de quelque chose dans sa poitrine, quelque chose de dangereusement proche du soulagement. Richard était assis dans la chambre d'hôpital et regardait la jeune fille, Émilie, alors qu'elle jouait avec le blanc drapé sur sa silhouette frêle. Elle avait à peine parlé depuis qu'elle avait chuchoté son nom, et maintenant elle était assise avec raideur, ses doigts s'agitant comme si un faux mouvement risquait de la faire expulser. Elle avait l'air si petite dans cette blouse d'hôpital surdimensionnée. Trop petit, trop fragile. Richard s'éclaircit la gorge. « Émilie » répéta-t-il en testant le nom sur sa langue. « C'est un début. » Elle n'a pas répondu. Il s'appuya en arrière sur sa chaise, expirant. Le médecin a dit, « Vous mourrez de faim, votre corps détruit ses muscles pour survivre. » Il étudia attentivement son visage. « Tu veux me dire comment c'est arrivé ?» Le corps d'Émilie se tendit pendant un long moment. Richard pensait qu'elle ne répondrait pas. Puis, à peine au-dessus d'un murmure, elle murmura, « Je me suis enfuie. » Les sourcils de Richard se froncèrent à l'endroit où Émilie déglutit difficilement, son regard se dirigeant vers la fenêtre, l'endroit où j'habitais, l'abri. Quelque chose dans la façon dont elle prononçait le mot abri lui serrait l'estomac. Richard avait passé la majeure partie de sa vie à ignorer des histoires comme celle-ci, des enfants passant entre les mailles du filet, grandissant dans des endroits qui se considéraient comme leur foyer mais qui n'en étaient pas du tout. Il n'avait aucune patience pour les histoires SOB. Pourtant, alors qu'il était assis ici, regardant cette petite fille à moitié affamée aux yeux hantés, il réalisa que ce n'était pas seulement une histoire. C'était sa réalité. « Depuis combien de temps es-tu seule ?» a-t-il demandé. Émilie hésita avant de marmonner. Quelques semaines seule dans la rue. Quelque chose dans la poitrine de Richard se serra, même s'il força sa voix à rester calme. Et avant cela, le refuge. Tu as vécu là longtemps. Émilie hocha légèrement la tête, depuis que je suis petite. Pas de parents, une pause. Puis elle secoua la tête. Richard expira lentement. Pas de parents, pas de maison, juste un système qu'il avait laissé tomber comme il avait échoué à tant d'autres. Il savait qu'il devrait arrêter de poser des questions. Ce n'était pas son affaire, et pourtant avant de pouvoir s'en empêcher, il dit « Pourquoi tu cours ?» Émilie se mordit la lèvre pour la première fois. Richard vit quelque chose briller dans ses yeux, la peur. « Ils étaient mauvais » murmura-t-elle. Les gens qui le dirigeaient. La mâchoire de Richard se serra. Émilie serra plus fort la couverture. « Ils ne nous ont jamais donné assez de nourriture. » Continua-t-elle, la voix tremblante. « Certains jours, nous ne mangions pas du tout.
Il disait que nous posions trop de problèmes, que cela coûtait trop cher. Mais nous savions qu'ils recevaient de l'argent des gens. Ils étaient censés prendre soin de nous mais ils ne l'ont pas fait. Richard resta silencieux, la laissant parler. Il nous enfermerait dans nos chambres si nous nous plaignions. Parfois il nous punissait. Elle grimaça à ce mot. Si quelqu'un tombait malade, il ne l'emmenait pas chez le médecin, il le laissait simplement. Richard sentit ses doigts se serrer contre son genou. Elle prit une inspiration tremblante. Une fois, j'ai eu des ennuis parce que j'avais pris trop de nourriture. Ils ont dit que je devais passer une semaine entière sans manger. Elle baissa les yeux, sa voix à peine audible. Je pensais que j'allais mourir. L'estomac de Richard s'est tordu. Il avait déjà connu la faim. Il avait parcouru le monde, parcouru des villes où les gens mendiaient des restes. Mais il ne l'avait jamais ressenti, pas comme ça, pas avec une voix d'enfant, crue, réelle et complètement brisée. Mon ventre a grossi. Émilie continua à presser une petite main contre son abdomen. Ça commençait à faire mal tout le temps aux autres enfants. Ils pensaient que j'étais malade, mais personne ne m'a aidé. Elle hésita avant de murmurer. Puis une nuit, mon amie, elle ne s'est pas réveillée. Les doigts de Richard formèrent un point. Elle n'avait que 8 ans. S'étrangla Émilie. Elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle avait aussi mal au ventre, et puis elle est partie. Un lourd silence remplit la pièce, la poitrine de Richard se souleva d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. C'est à ce moment-là que j'ai couru. Émilie murmura sa voix, « Oh là !» Je me fichais de savoir où j'allais, je savais juste que je devais m'enfuir. Richard expira brusquement. Pour la première fois depuis des années, quelque chose craqua en lui. Émilie n'avait personne. Elle avait été laissée dépérir, souffrir en silence jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et voilà, parmi toutes les personnes au monde, elle s'était retrouvée dans ses bras. Richard Callahan, un homme qui avait passé sa vie à éviter les attachements, s'était soudainement retrouvé à porter le poids du monde entier d'une petite fille. La décision ne ressemblait à rien de ce que Richard avait jamais pris auparavant. Pendant des années, sa vie avait été méticuleusement structurée. Transactions, investissements et transactions, sans complications, sans attache. Mais alors qu'il était assis dans la chambre d'hôpital et regardait Émilie remuer dans son sommeil, il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. Le système la mâcherait et la recracherait à nouveau. Elle n'y survivrait pas. Alors, lorsque le médecin lui a demandé s'il voulait devenir son tuteur temporaire, Richard n'a pas hésité. Le trajet jusqu'à son manoir était calme. Émilie était assise sur le siège passager, ses petites mains croisées sur ses genoux, son regard se tournant nerveusement vers lui toutes les quelques secondes. Elle ne lui faisait pas confiance, pas encore quand ils arrivèrent, elle hésita à la porte. « Vous pouvez entrer », dit Richard en lui faisant signe. À l'intérieur, les doigts d'Émilie se resserrèrent autour de l'ourlet de son pull surdimensionné. « Tu ne vas pas m'enfermer » demanda-t-elle doucement. Richard calmata, la gorge serrée, mais il força sa voix à rester calme. « Non, Émilie, pas de serrure. » Elle hésita encore un moment avant d'entrer. La maison était immense, trop grande pour un seul homme, trop froide pour un enfant. Mais Émilie ne semblait pas impressionnée par les richesses qu'elle n'avait pas couru explorer. Elle restait là, les bras enroulés autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que tout lui soit enlevé. Richard la regarda, quelque chose d'inconfortable se tordre dans sa poitrine. Il n'avait jamais voulu d'enfant, et pourtant maintenant il en avait un, et il ne savait pas quoi faire d'elle. Les jours passèrent puis les semaines. Richard a fait appel aux meilleurs médecins. Ils ont soumis Émilie à un plan nutritionnel strict, lui ont fait des tests et l'ont surveillée de près. Son corps était faible, mais il n'était pas irréparable. Ce qui a mis plus de temps à guérir, c'était son esprit. Elle parlait à peine au début. Elle tressaillit lorsque Richard bougea trop vite. Elle n'en prenait jamais plus que ce dont elle avait besoin. Même lorsqu'on lui donnait des repas complets, elle mangeait avec précaution, comme si elle s'attendait à ce qu'on lui enlève son repas. Une nuit, Richard la trouva en train de cacher de la nourriture sous son oreiller. Quand il lui a posé des questions, elle a baissé les yeux et a murmuré, juste au cas où la poitrine de Richard serait douloureuse. Donc il ne l'a pas grondé. Au lieu de cela, le lendemain matin, il a rempli un tiroir de la cuisine de barres granola, de fruits et de craquelins. « C'est pour toi, dit-il. Si jamais vous avez faim, vous n'avez pas besoin de demander, prenez-le simplement. » Émilie n'a rien dit, mais plus tard dans la nuit, alors qu'elle pensait qu'il ne regardait pas, elle a ouvert le tiroir et a pris une pomme, non pas pour la cacher, mais pour la manger. C'était la première étape. Petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir. Elle commença à s'asseoir avec lui au petit déjeuner, ses petits doigts étalant soigneusement du beurre sur des toasts. Elle regardait des films avec lui, silencieuse au début, puis riant lentement des passages drôles. Un après-midi, il rentra à la maison et la trouva en train de déchiner à la table de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est »
a-t-il demandé. Émilie hésita, puis tourna le papier vers lui. C'était un croquis de la maison, mais là, dans la cour avant, se trouvaient deux bonshommes allumettes, un grand, un petit, un homme et une fille. Richard déglutit difficilement. Est-ce moi, a-t-il demandé. Émilie baissa les yeux en jouant avec le crayon. Puis, presque trop doucement pour l'entendre, elle murmura. Peut-être que Richard n'était pas sûr du moment où cela s'était produit, du moment où cet enfant fragile et terrifié avait commencé à se sentir responsable, comme le sien. Mais il savait une chose, il ne la laisserait pas partir. Un dimanche après-midi, Richard les a emmenés faire les courses. C'était quelque chose de normal, quelque chose que les familles faisaient. Émilie allait mieux, elle souriait davantage, elle ne tressaillait pas aussi souvent. Mais alors qu'il parcourait l'allée des séries, tout a changé. Elle s'est figée. Richard était sur le point de demander ce qui n'allait pas quand il le vit, la façon dont sa petite main commençait à trembler, la façon dont son visage pâlissait. Ses yeux écarquillés étaient fixés sur un homme de l'autre côté du magasin, un homme grand et aux larges épaules. Son dos se tourna alors qu'il inspectait une boîte de soupe. Richard sentit les doigts d'Émilie agripper sa manche avec force. Sa respiration était superficielle. Trop vite, trop panique, Émilie, demanda-t-il en s'accroupissant pour être à la hauteur de ses yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun mot ne sortit. Puis, dans un murmure, si silencieux qu'il ne l'entendit presque pas, elle dit que c'était lui. L'estomac de Richard se tordit. La voix d'Émilie tremblait. HK, celui qui m'a enfermé. Richard ne s'était jamais considéré comme un homme émotif. Il avait bâti son empire sur la logique, la précision et l'efficacité impitoyables. Mais alors qu'il tenait la main tremblante d'Émilie dans cette épicerie, regardant la couleur disparaître de son visage, quelque chose en lui se brisa. Il n'a plus posé de questions. Il ne se tourna pas pour regarder l'homme qu'elle désignait. Au lieu de cela, il passa un bras protecteur autour de ses épaules et la guida vers la sortie. Émilie s'accrochait à lui, sa respiration irrégulière, sa petite silhouette tremblant contre lui. Lorsqu'ils atteignirent la voiture, il s'agenouilla devant elle. « Émilie, dit-il prudemment, sa voix calme et ferme, dis-moi tout. Qui est-il » Elle ferma les yeux, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de son manteau. « C'est Frank Dawson, murmura-t-elle. Il dirigeait le refuge. » La mâchoire de Richard se serra. Émilie prit une inspiration tremblante. Lui, il enfermait les enfants au sous-sol s'ils étaient mauvais. Il nous a dit que personne ne nous croirait si nous disions que personne ne se souciait des enfants comme nous. Sa voix se brisa. Il a laissé certains d'entre eux mourir de faim. Richard sentit ses mains se serrer en poing. Elle ne mentait pas. Il avait lui-même constaté les dégâts. Les joues enfoncées, les yeux creux, la peur qui ne l'a jamais vraiment quitté. Mais maintenant il avait un nom et Frank Dawson n'avait aucune idée de qui il venait de croiser. Cette nuit-là, après qu'Émilie se soit endormie, Richard s'est assis dans son bureau à domicile, le téléphone collé à son oreille. « J'ai besoin de tout sur un homme nommé Frank Dawson », a-t-il dit à son détective privé. Il dirigeait un refuge pour enfants. « Je veux savoir d'où il obtient son financement, ce qu'il en fait et à qui il paie. » L'enquêteur n'a pas hésité et a compris. « Je t'appellerai. » Le matin, Richard raccrocha et expira lentement. Il avait bâti sa fortune en démantelant les systèmes corrompus. Mais ce n'était pas des affaires, c'était personnel. Le lendemain, lorsque l'enquêteur a rappelé, Richard a écouté dans un silence sinistre. L'abri était une façade. Frank Dawson avait détourné des fonds. L'argent destiné aux enfants, les dons et les fonds gouvernementaux qui auraient dû servir à la nourriture, aux vêtements et aux soins médicaux avaient plutôt rempli ses poches. Et, le pire, c'est que personne ne l'avait arrêté. Il avait des relations, des gens au pouvoir qui détournaient le regard. La prise de Richard sur le téléphone se resserra. Pas plus. Richard ne voulait pas seulement que Dawson soit arrêté, il voulait réduire en cendres toute son opération. Il a contacté son équipe juridique, ses contacts dans les forces de l'ordre, ses relations avec les médias. S'il y avait une chose qu'il avait apprise dans les affaires, c'était que la bonne pression aux bons endroits pouvait écraser n'importe qui. À la fin de la semaine, la police disposait de suffisamment de preuves pour agir et Richard n'allait pas rester les bras croisés. Lors d'une nuit d'orage comme celle où il a rencontré Émilie pour la première fois, Richard se tenait à l'extérieur de l'abri et regardait sa voiture de police encercler le bâtiment. Les policiers ont fait irruption à l'intérieur, défonçant les portes et sortant les enfants terrifiés des pièces verrouillées. Certains étaient maigres, trop maigres, certains tressaillaient à chaque bruit fort. Mais tous avaient un point commun, ils avaient été oubliés. Pas plus. Richard a vu Frank Dawson être traîné menotté, le visage pâle de rage et d'incrédulité. L'homme croisa les yeux sur lui. « Tu as fait ça » cracha-t-il. Richard ne cligna pas des yeux.
Tu t'es fait ça toi-même. Pour la première fois de sa vie. Il ressentit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Pas seulement la colère, pas seulement le but de la justice. Richard aurait dû savoir qu'un homme comme Frank Dawson ne tomberait pas facilement. Une semaine après le raid, alors que la procédure judiciaire avançait, Richard a reçu un appel téléphonique urgent. Frank s'était échappé. La camionnette de transport qui l'emmenait de la prison du comté à un établissement de sécurité plus élevé avait été prise dans une embuscade. À Potvin, à un coup monté. L'homme qui avait torturé Emily et d'innombrables autres était en liberté. Le sang de Richard s'est glacé, Emily. Sans hésitation, il s'est précipité chez lui. Emily était dans le salon, recroquevillée sur le canapé avec un livre. Quand elle vit son expression, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé. Richard s'agenouilla devant elle, sa voix ferme mais calme. « Dawson s'est enfui, mais je ne le laisserai pas s'approcher de toi. Je te promets qu'elle n'a pas paniqué, elle n'a pas pleuré. » Elle serra les poings et redressa sa colonne vertébrale. « Alors arrêtons-le, dit-elle. » 2 jours plus tard, Frank a été repris dans un motel bon marché alors qu'il tentait de fuir l'État. Cette fois, il n'y avait ni pot de vin, ni faille, ni issue. Les preuves contre lui étaient accablantes. Lors du procès, Richard était assis à côté d'Emily, sa présence protectrice inébranlable. Elle était nerveuse. Ses doigts tordaient le tissu de sa robe, sa respiration était irrégulière. Mais lorsque Frank a été amené dans la salle d'audience, enchaîné et vêtu d'une combinaison orange, elle n'a pas détourné le regard. Le procureur l'a appelé à la barre. Richard sentit une lueur d'hésitation dans ses yeux. Puis elle lui jeta un coup d'œil. Il lui fit un petit signe de tête, du genre qui disait « Tu as ça ». Elle prit une profonde inspiration, se leva et s'avança. La pièce devint silencieuse alors qu'elle s'installait dans le fauteuil du témoin. Elle était petite, minuscule par rapport à la taille de la salle d'audience, mais lorsqu'elle parlait, sa voix était forte. « Je m'appelle Emily, dit-elle, ses mains agrippant les côtés de la chaise. J'habitais au foyer pour enfants d'os, mais ce n'était pas un foyer. Elle a raconté son histoire, la famine, les punitions, les enfants qui ne s'en sont jamais sortis. Richard serra la mâchoire alors que Dawson refusait de croiser son regard de lâche. J'avais peur, à vrai dire, a admis Emily. Je pensais que personne n'écouterait, mais quelqu'un l'a fait. Elle se tourna légèrement, ses yeux se posèrent sur Richard, et grâce à lui je n'ai plus peur. Le cœur de Richard se serra. Pendant si longtemps, il avait cru qu'il était un homme qui ne se souciait que de lui-même. Mais en regardant cette courageuse petite fille se tenir debout, refusant d'être une victime, il réalisa la vérité. Il avait changé à cause d'elle. Le jury n'a pas mis longtemps à délibérer. Frank Dawson a été condamné à la prison à vie. Alors que le marteau frappait, Emily expira un souffle tremblant et soulagé. Richard posa une main sur son épaule, ferme et chaleureuse. « C'est fini, dit-il. » Emily leva les yeux vers lui et sourit. « Non, ça ne fait que commencer. » Le papier d'adoption était posé sur le bureau de Richard, attendant sa signature. Il les regarda pendant un long moment, le poids de ce qu'il signifiait s'installant au plus profond de sa poitrine. Il y a quelques mois, il était un homme sans attache, sans famille et sans aucune raison de se soucier de quelqu'un d'autre que de lui-même. Maintenant, assise en face de lui, en train de manger un sandwich au beurre de cacahuète au comptoir de la cuisine, se trouvait la petite fille qui avait tout changé, Emily, mon Dieu. Elle avait traversé l'enfer et en était revenue, et pourtant, ici, elle était en bonne santé, souriante et en sécurité. Elle avait commencé à rire davantage, à faire davantage confiance. Elle ne stockait plus de nourriture. Elle avait décoré sa propre chambre, la remplissant de dessins et de livres, et d'une manière ou d'une autre, sa maison froide et vide était devenue un foyer. Emily balança ses jambes sous le tabouret puis leva les yeux vers lui. « Tu vas le signer ?» Richard t'a souri, pressé de rester coincé avec moi pour toujours. Emily sourit. « Tu n'es pas si mal. » Richard rit en secouant la tête. Puis, avec une profonde inspiration, il prit le stylo et signa son nom. C'était officiel, Emily Callahan, sa fille. Cette nuit-là, Richard et Emily étaient assis l'un en face de l'autre à la table à manger. Pendant des années, il avait pris ses repas seul, mais ce soir, le siège en face de lui n'était pas vide. Emily prit une bouchée de ses spaghettis puis fronça le nez. « Tu es milliardaire. Pourquoi ne pouvons-nous pas embaucher un meilleur cuisinier ?» Richard haussa un sourcil. « Tu n'aimes pas ma cuisine. » Emily rit. « C'est ta cuisine, sourit-il. Ne t'y habitue pas. » Rigolata-t-elle en faisant tournoyer sa fourchette et ses nouilles. Puis, au bout d'un moment, elle le regarda avec une sincérité qui le frappa en pleine poitrine. « Merci, dit-elle doucement.
Richard a posé sa fourchette pour ce qu'Émilie a haussé les épaules, pour m'avoir trouvé, pour m'avoir gardé. Pour la première fois depuis des années, Richard Callahan se sentait vraiment entier. Il a tendu la main par-dessus la table et lui a ébouriffé les cheveux. Tu m'as aussi sauvé, gamin. Émilie sourit et alors qu'ils mangeaient leur dîner désordonné et trop cuit, Richard réalisa quelque chose pour la première fois de sa vie. Il n'était pas seul. Il avait une famille, et cela valait plus que tout l'argent du monde. Et ainsi, contre toute attente, un milliardaire endurci et une petite fille perdue ont trouvé quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais vraiment connu, une famille. Richard Callahan, autrefois un homme qui ne vivait que pour lui-même, avait découvert que la richesse ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui la partager, et Émilie, une enfant qui avait passé sa vie à croire qu'elle n'était pas désirée, avait finalement trouvé un chez-soi. Cette histoire nous rappelle que parfois les personnes les plus inattendues peuvent changer nos vies pour toujours. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à des histoires émouvantes pour des histoires plus émouvantes, inspirantes et inoubliables, car parfois un seul acte de gentillesse peut réécrire tout l'avenir de quelqu'un.